Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Pendant plus d'un siècle, en effet, le Pacifique est considéré comme un territoire du vide, avant que des explorations n'y dénichent enfin quelques petits archipels. Au début du XVIIe siècle, un navigateur portugais pénètre dans le détroit séparant l'Australie de la Nouvelle-Guinée. Il aperçoit alors sur la ligne d'horizon une nouvelle terre sortant du brouillard. Il s'agit là sûrement de la pointe nord-est de l'Australie, mais notre navigateur ne s'y arrête pas, préférant continuer son chemin sans détour. Et pourtant, l'anecdote a son importance. À cette époque, tous les géographes partagent la conviction qu'une contrée mythique se cache dans l'hémisphère sud de la Terre. L'existence de ce continent austral, situé aux antipodes des masses continentales de l'hémisphère nord, ne peut être qu'avérée, et ce parce que sans lui, rien ne pourrait faire contrepoids à l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Leur poids ferait basculer la Terre et obligerait l'entièreté de l'hémisphère nord à vivre avec la tête en bas. Une logique presque imparable pour de nombreuses générations de savants depuis les temps antiques. Évidemment, ça a changé. Enfin, pas pour certains. C'est donc à partir de cette croyance que les différentes nations européennes se mettent à la recherche de la Terra Australis Incognita, censée regorger de richesses inestimables, tant minérales que végétales et animales. Évidemment, l'intérêt porté à la mystérieuse contrée s'accentue pendant le siècle des Lumières. Des cercles savants s'interrogent à l'époque sur l'existence d'un 5e continent et les hommes se tournent de plus en plus vers les sciences pour satisfaire leur curiosité débordante. Découvrir la Terra Australis Incognita serait une aubaine sans précédent. Les scientifiques imaginent déjà toutes les nouvelles trouvailles qu'ils pourraient faire sur un continent encore jamais exploré, et les géographes rêvent de dessiner la carte de la Terre mythique qui se dresse au beau milieu des mers du Sud. De nombreux voyages sont donc organisés en direction du Pacifique, tous motivés par un seul et même but, faire avancer la science. C'est en effet l'occasion de compléter les cartes maritimes, d'expérimenter, de tester les différentes manières de produire de l'eau douce en cas de longue traversée, ou de vérifier l'efficacité d'instruments nautiques nouvellement développés. On peut par exemple citer ici le sextant, bien sûr, l'appareil qui sert à déterminer une longitude en se référant à la position des astres. Ce qui est amusant, c'est que finalement, on vit la même chose aujourd'hui avec les voyages dans l'espace. Les bateaux sont donc remplis de scientifiques en tout genre, chacun spécialiste d'un domaine précis comme la biologie, l'astronomie ou la géologie. Des dessinateurs aussi se mêlent aux équipages pour répertorier comme il se doit toutes les nouvelles découvertes qui sont faites pendant le voyage. C'est comme ça que des dizaines de navires laboratoires, entre guillemets, prennent le large en direction du sud pour ramener divers échantillons de pierres et de plantes ainsi que de multiples relevés topographiques. Mais n'oublions pas, le mythe alléchant autour du continent austral est toujours vivant et les hommes ne sont pas connus pour tourner le dos à une occasion de s'enrichir ou de conquérir un nouveau territoire. Ainsi, même si les expéditions sont avant tout menées au nom de la science, d'autres motifs viennent doucement stimuler les marins et se déplacer jusque dans le Pacifique. Prenons le cas de la France, par exemple. Suite à la guerre de 7 ans contre les Anglais, le royaume perd sa colonie canadienne, j'en ai déjà parlé. La voilà donc affaiblie et amputée d'un bon nombre de ressources. Deux problèmes qui seraient vite oubliés si elle pouvait mettre la main enfin sur ce fameux continent austral. Du côté des Anglais, la tentation est aussi grande. Avec l'Australie sous son contrôle, l'Empire britannique renforcerait considérablement son influence sur la mer du Sud, et à une époque où le commerce maritime est une source cruciale de développement, un tel contrôle est incontestablement un atout majeur. Bien entendu, de telles motivations restent écartées des discours officiels, notamment lorsque la Royal Navy organise une expédition en direction de Tahiti en 1768. On parle ici de la fameuse expédition de James Cook, l'homme qui a rallié la côte est de l'Australie et débarqué donc sur les rives de Botany Bay le 28 avril 1770. Le 26 août 1768, le charbonnier britannique Endeavour quitte le port de Plymouth et se dirige donc vers l'Amérique latine pour rejoindre le Pacifique par l'ouest. À bord, 94 hommes se démènent pour maintenir le bateau à flot dans les pires conditions maritimes possibles. On trouve parmi eux 12 soldats, 11 civils, dont des astronomes, des naturalistes et des dessinateurs. La première mission de l'Endeavour
est effectivement de taille. Il s'agit d'atteindre Tahiti dans les plus brefs délais pour observer le transit de Vénus. D'après les calculs de certains scientifiques britanniques, la planète est censée créer une éclipse en s'interposant entre la Terre et le Soleil. L'événement permettrait alors de déterminer la distance Terre-Soleil ainsi que l'ensemble des mesures du système solaire. Imaginez un peu cet objectif, un objectif extrêmement excitant pour les astronomes de l'époque. Le 11 avril 1769, l'Endeavour atteint donc Tahiti, l'équipage y fait escale, les naturalistes observent, collectent la faune, la flore et les minéraux locaux, le bateau se remplit d'animaux, de plantes en tout genre. Finalement, il est temps de concrétiser le premier objectif du voyage, c'est le grand soir, l'éclipse va commencer. On est le 3 juin, le ciel est dégagé, les conditions sont parfaites pour assister au passage de Vénus et Cook peut effectuer toutes les mesures nécessaires sans difficulté. Maintenant, il est temps de reprendre la route et de passer à l'étape la plus excitante encore du voyage, la fameuse Terra Australis Incognita. Eh oui, encore une fois, l'occasion est trop bonne. Si de nombreux navires ont quitté l'Angleterre pour rallier les 4 coins du globe et s'assurer des conditions d'observation optimales au moment du transit de Vénus, l'Endeavour a, lui, la chance de partir dans la direction du mystérieux continent austral. L'excitation au sein de l'équipage est telle que lorsque Cook débarque enfin à Botany Bay, il transgresse immédiatement les ordres de la couronne en s'appropriant le territoire, au nom bien sûr de l'Empire britannique. Le roi lui avait pourtant expressément demandé d'obtenir pour ça l'autorisation des aborigènes, ce dont Cook s'est royalement, si j'ose dire, dispensé. Le capitaine de l'Endeavour est dès lors devenu, chez les aborigènes, le symbole, si vous voulez, funeste quand même de l'invasion. Funeste, le mot est bien choisi en plus, en voyant les matelots arriver, les peuples autochtones d'Australie croient assister au retour des morts. Dans leur esprit, tout concorde. Ces hommes sont blancs, comme des spectres. Ils ne parlent pas leur langue, ont perdu toute mémoire des terres qu'ils foulent et se comportent de manière étrange. Une série d'éléments qui ne s'expliquent finalement que par leur passage dans l'au-delà. Cette première confusion offre à Cook et à ses successeurs l'occasion d'être plutôt bien accueillis en fait dans certaines zones de l'Australie, même s'il ne s'agit pas évidemment d'une généralité. Cook et l'Endeavour repartent finalement en Angleterre en passant par les Indes, l'occasion pour le capitaine de continuer la cartographie de l'océan Pacifique qu'il va achever quelques années plus tard au cours d'expéditions à la recherche encore une fois de la Terra Australis Incognita. Il ne trouvera cependant jamais la contrée mythique et les Européens devront se résoudre à la reléguer au statut donc de légende. La côte est de l'Australie, quant à elle, est désormais connue sous le nom de Nouvelle-Galles du Sud, donc comme je vous disais au départ, et appartient maintenant aux Britanniques. La question est alors de savoir comment la couronne va décider d'exploiter ce nouveau territoire. Faisons encore un petit saut en arrière pour nous poser en Angleterre, au cœur de l'Empire britannique. On va revenir un petit peu. On est là dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, quelques dizaines d'années avant que l'équipage de James Cook ne pose ses pieds sur le sol australien. Et en Angleterre, des changements socio-économiques drastiques sont sur le point de se produire. C'est pour vous expliquer en gros comment et pourquoi ils sont arrivés. Jusqu'ici, le pays reposait presque entièrement sur ses activités rurales, et notamment sur son agriculture, sa production lainière. Mais en 1760, vous avez un nouveau souffle qui vient bouleverser l'organisation rurale de l'Angleterre. Vous connaissez évidemment, je parle de la révolution industrielle. On en connaît les conséquences qui sont, socialement parlant, terribles. On assiste d'abord à une migration massive des habitants des régions rurales vers les villes, qui n'ont rien à voir avec une soudaine envie, évidemment, une envie collective, on va dire, de changer d'air. Évidemment, c'est pas ça. En réalité, ces déménagements n'ont rien de volontaire. Traditionnellement, les fermiers britanniques suivent un système communautaire de rotation des cultures et sont autorisés à disperser leurs troupeaux dans les prés et les landes communales. Et plusieurs fermiers peuvent comme ça se partager une seule et même parcelle de terre en s'occupant chacun de son domaine d'expertise. Ce système de partage permet en plus de subvenir aux besoins de ce qu'on appelle les manants, qui se servent alors directement dans les champs. Vous avez une très bonne série britannique sur la BBC, vous pouvez trouver ça sur YouTube, ça s'appelle une saison à la ferme, je crois. C'est pas traduit, c'est intégralement en anglais, mais je crois que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Ce sont des historiens spécialistes de la période de ce XVIIIe siècle qui se sont mis
mis pendant 1 an, pendant une saison entière, dans la peau de fermiers britanniques, dans une ferme qui ont évidemment vécu comme tel. Alors ils sont filmés, bien sûr, c'est la seule différence, mais ils ont vécu comme tel et vous allez comprendre vraiment, et eux-mêmes ont fait cette fameuse archéologie expérimentale, ils ont vécu l'histoire, c'est assez extraordinaire à suivre. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.